entièrement engagé pour vous mettre à la page de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'émission Discours au peuple a été conçue avec ces grands objectifs, j'allais dire, la raison pour laquelle à chaque moment qu'il y a une question d'actualité, on est toujours en place avec certains acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que d'autres leaders d'opinion de la RDC, question de pouvoir vous mettre toujours à l'aise. Aujourd'hui, nous allons revenir avec force détail en ce qui concerne la trêve décrétée par les États-Unis d'Amérique concernant la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous le savez mieux que moi que cette partie de la RDC est toujours en proie de l'insécurité orchestrée par les groupes armés de diverses natures, mais la plus grande agression qui est ici décriée reste celle du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Quelle analyse faire de cette initiative venant de Washington? Nous allons faire un point avec Monsieur Deli Belessi. Il est cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Johnny. Merci à mes téléspectateurs. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo et ses aléas. Oui, comment avez-vous trouvé aussi cette décision venant des États-Unis d'Amérique pour qu'il y ait trêve humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo avec ces affrontements qui sévissent depuis plus des 10 années entre les forces loyalistes de la RDC ainsi que les terroristes du M23, aujourd'hui déterminés à pouvoir renverser le pouvoir de Kinshasa. Comment avez-vous trouvé cette démarche des États-Unis, d'où la plupart estiment que c'est juste pour permettre au Rwanda de passer les échéances électorales et par après, les M23 vont continuer toujours avec leurs incursions? Savez-vous, si on avait tué Pierre Moulele, puisqu'il avait pris une position nationaliste vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, à la rébellion de 1963, 64, 65, qu'est-ce que Pierre Moulele faisait? Il ne faisait que couper les bras, les mains des Américains. C'est comme ça que les Américains ont dit, non, il faut tuer ce type. On l'avait tué. L'Amérique n'a jamais été sincère vis-à-vis de la RDC, et surtout pour la question de l'Est. Savez-vous qu'en 1963, assurément, il y avait déjà la guerre des gens Scram à l'Est de la RDC. Le problème, c'était quoi? Les États-Unis voulaient à tout prix que cette partie de l'Est-là puisse quitter la RDC, que ça devienne un État à part qui sera dirigé par les Américains. Ils sont venus avec l'intention d'une zone tampon. Heureusement, quand Mobutu a pris le pouvoir, c'était de combat en combat et jusqu'à tel point, on avait libéré cet espace. Et aujourd'hui, la problématique est réelle. Puisque dans le temps, on pensait que la problématique, c'est l'ensemble des questions qu'un chercheur s'est posé. Mais actuellement, la problématique, c'est une question qui est réelle. Vous connaissez bien les problèmes. Et nous connaissons les problèmes aujourd'hui. Le Rwanda est en train de nous attaquer ensemble avec de grandes puissances. Puisqu'il y a la présence de la MONUSCO là-bas. Et la MONUSCO a fait plus de 20 ans avec le plus grand contingent militaire du monde entier. La MONUSCO avait au moins 100 000 hommes là-bas. Mais sans solution. Et jusqu'à tel point, la population a déclaré son départ. Mais dommage, à qui la faute? Puisque la RDC aussi manifeste certaines faiblesses vis-à-vis de ces nations. Notamment, nous sommes en guerre contre les Rwandais, bien sûr, dans une façon de parler. Mais la République n'a jamais déclaré la guerre. La République du Congo n'a jamais accepté de fermer les frontières. La République du Congo n'a jamais déclaré la rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. C'est pourquoi nous sommes affaiblis. On peut accuser toute nation, mais nous avons notre souveraineté qu'on devait revendiquer aussi.
on se présente comme étant faible, on accuse seulement les autres. À qui la faute? On ne voit pas seulement les États-Unis. À mon avis, c'est la RDC qui ne veut pas manifester sa souveraineté. Alors, lorsque vous dites que on est agressé, mais nous n'avons jamais réagi et déclaré la guerre, c'est supposé que vous êtes de mon point de vue avec les propos tenus par l'artiste musicien Koffi Olomide. Cela a fait même des sujets de son interpellation au niveau du CESAC. Mais vous savez que la déclaration, le message de Koffi a été pris avec beaucoup de considération. C'est par rapport à son aura. C'est un grand artiste de renommée internationale, mais sinon, on se défile ici. Si vous regardez même dans des anciennes vidéos, on a touché ces points à plusieurs fois. Mais on nous avait écouté aussi par certaines personnes. C'est vrai, Koffi a totalement raison. Et pourquoi on l'avait interpellé? C'est une question de droit. À tout moment, on demandait aux musiciens de parler aussi, aux artistes de parler. Mais cette fois-ci, Koffi a fait juste une interview à la chaîne nationale. Et on l'a interpellé. Il a raison. Nous attendons, le président nous avait promis pendant la campagne électorale. Là, il avait manifesté tous les caractères d'un homme qui pouvait faire quelque chose. Il a dit, il va réunir les 200 chambres en congrès. Mais aujourd'hui, plus de 80 cités, 80 villages là-bas, on a récupéré par les rebelles. Mais le président ne parvient toujours pas à réunir les chambres en congrès. Mais le Sénat tarde encore à avoir son bureau définitif. Mais non, mais le président, c'est ça même les blocages qui font que... Mais non, mais le président d'abord a le veto. Le président, c'est une institution, ce n'est pas une personne. Félix Tshisekedi, c'est une institution. Et cette institution, le président de la République ne peut pas prendre la décision. Mais il faut des réunions de conseil de sécurité. À partir de ces réunions-là, on peut prendre des décisions. Et souvent aussi des décisions de guerre. On n'attend pas le Parlement. Le président prend ses droits de veto et il déclare la guerre. Et le chef d'état-major est où? Et d'ailleurs, je l'ai suivi une fois. Imaginez-vous, le chef d'état-major a fait une déclaration devant ses brebis dans son église. Il a dit qu'il y a deux personnes qui ne peuvent pas trahir. Il n'y a que Dieu et le président de la République. Mais non, le chef d'état-major ne peut pas trahir seulement la République. Le problème de Dieu là, c'est sa conception avec sa religion. Mais s'il s'agissait d'une question de l'État, partout, même Moïse disait, de ne jamais trahir. Donc, on ne trahit pas la nation, on doit être le véritable patriote vis-à-vis de son État. Puisqu'il y a une différence entre les patriotes et les nationalistes. Un grand nombre de Congolais sont des nationalistes qui ne sont pas patriotes. Mais si on est patriote, on ne peut pas trahir son État. Même partout, dans tous les pays ici voisins, on parle toujours de ne pas trahir la patrie. Mais chez nous, on dit notre soutien au chef de l'État, mais ils oublient que c'est un homme aussi. Bien que les institutions passent, dans les temps on disait les hommes passent et les institutions restent. Mais actuellement, les hommes passent, les institutions aussi passent, puisqu'il y a les États qui disparaissent. Vous aviez vu le Soudan ici, ça n'existe plus. C'est divisé en deux. Vous aviez vu IRSS, ça n'existe plus, mais c'était une grande puissance. Ça n'existe plus. Donc les États disparaissent aussi. Les provinces aussi, on a découpé les Katanga des plis. Les mêmes Katanga d'hier, aujourd'hui, il y a 4 provinces ici. C'est-à-dire, les institutions disparaissent. Mais la plus grande institution qu'un peuple peut soutenir, c'est sa nation. Puis c'est le Parlement. On peut dissoudre le Parlement. On peut dissoudre le Sénat. Mais le président n'a pas la force de dissoudre cet État. Moindre erreur, c'est la haute trahison. Et d'ailleurs, il mérite aussi une interpellation devant le Sénat. Puis ça ne tient pas, on ne sait pas. C'est la trahison ou bien c'est quoi? Pourquoi on n'attaque pas? Pourquoi on n'attaque pas? Quand vous regardez cette trêve, une opinion estime que c'est juste pour permettre le peuple rwandais de se rendre aux urnes. Par après, les hostilités vont reprendre, d'où les États-Unis roulent
toujours pour Kigali. Comment trouvez-vous aussi cette allégation? Mais on ne peut pas être hypocrite. Kigali est déjà avancé dans sa diplomatie. Kigali est avancé. On avait laissé d'abord le couloir à Kigali de venir diriger la RDC. Et Kigali a récupéré tous les secrets de la RDC. Le ministre des Affaires étrangères, il paraît, n'était pas congolais, Bismarck. Je ne sais pas son origine, je n'ai pas tous les dossiers, mais on disait qu'il n'était pas congolais. Lequel? Mais pour James Kabarebe, qui était le chef d'état-major ici, c'est rwandais, il est rentré. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est leur ministre des Affaires étrangères, soit des coopérations régionales. On l'a vu dernièrement en Tanzanie avec la dame, la ministre des Affaires étrangères congolaise, en train de discuter la question de la RDC et les conflits de la région. On ne sait pas où allons-nous. Les États-Unis peuvent soutenir le Rwanda si le Rwanda est fort en diplomatie. Et à une période ici, on parlait de la diplomatie agissante. Mais qu'est-ce que ça a produit? Absolument rien. Absolument rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a amené toutes les nations ici, premièrement avec la MONUSCO. La représentante de l'ONU en RDC. Nous sommes allés prendre le pays de la SADC. Ça n'a pas produit les effets. On a dit quand le Kenya viendra, le problème sera résolu. Et à ce moment-là, les rebelles n'étaient qu'à Bunagana. Les Kenyans n'avaient pas attaqué. Et on a appelé le pays de la SADC. Pas de solution. Et nous-mêmes, nos armées n'attaquent pas. Et nous accusons les États-Unis. Pourquoi accuser les États-Unis? Nous avons le plein droit de protéger la souveraineté de notre État. On accède à la magistrature suprême, premièrement pour l'intégrité de son territoire. Tu protèges les frontières de ton pays. C'est pourquoi le président doit être au-dessus de la mêlée. Deuxièmement, la cohésion nationale. Vous appelez le peuple à l'unité. Chassez le tribalisme dans votre pays. Vivez ensemble. Vous aurez un bon État. Et la troisième chose, vous donnez la dignité à ce peuple. La dignité, c'est quoi? Donner aux gens le boulot. Vous donnez aux gens de l'eau, de l'électricité. Et le peuple sera libéré, un salaire décent. Là, vous avez donné la dignité à votre peuple. Mais si vous ne donnez pas le travail aux gens, imaginez dans toutes les entreprises ici, pour nommer les gens, si le numéro 1 est de telle province, dans les gens qu'on va nommer, même 80% de son coin. Et il ne va pas prendre même de sa province, il rentre même à son village. Voyez là où nous sommes arrivés. C'est ça qu'on dit, il faut changer. Changer les structures. Quand on part aux élections, on cherche les meilleurs. Et nous sommes maintenant dans un État qu'on n'a pas désigné les meilleurs. On a nommé même les députés. Les députés ont même triché. Et vous allez dire qu'on est dans un État. Les Américains peuvent tout monter leur stratégie. Et je crois les gens qui disent ça. Ils ont fait des études aussi approfondies par rapport à la question. Oui, ils ont ouvert le couloir pour permettre au Rwanda d'organiser ces élections et que Kagame passe encore. C'est ça. Et si Kagame passait, c'est la question de la souveraineté de leur État, ce n'est pas notre problème. C'est l'organisation. Et pensez-vous que là-bas, au Rwanda, la population est contre Kagame? Non. Nous, les Congolais, nous avons les problèmes avec Kagame. Mais la population rwandaise aime Kagame comme étant leur président. Puisque Kagame réunit aussi les caractéristiques d'un vrai président actuellement. Oui, parmi les caractéristiques d'un vrai président. Oui, je crois, parlons de la situation de l'Est au lieu de faire l'apologie du régime de Kigali. Un bon patriote aguerri, j'affirme que vous l'êtes. Qu'est-ce que vous préconisez, vous suggérez pour que le gouvernement de la RDC puisse mettre sur pied question d'en finir avec ces tueries dans la partie est de la RDC? Oui, nous, de décider, nous avions dit ceci. On a dit
très souvent, ils vont dans les rencontres avec les pays voisins, avec nos ennemis, avec les États voyous. Mais pourquoi ne pas causer d'abord entre Congolais? Puis c'est depuis que Félix est au pouvoir, il a appelé aux gens aux consultations. Et les gens étaient partis aux consultations. Dans ses intentions, il voulait à tout prix prendre Katumbi et Mbemba, travailler avec eux. Mais Olenganko avait fait une déclaration que je médite nuit et jour. Olenganko avait dit, pour réussir ces problèmes de conflit, c'était en 2019, il dit qu'on appelle Kabila, Fayoulou et Félix Tshisekedi, qui s'assoient autour d'une même table et discuter la question de l'État. Et le problème sera résolu. On avait rejeté cette proposition de Olenganko. Mais jusqu'aujourd'hui, les Congolais, entre eux aussi, vivent dans le couteau tiré. Et il y a certaines personnes qui constituent un danger pour l'État. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Appeler d'abord les gens, on discute, quand on va discuter ensemble, et on va trouver des solutions, la question de l'Est sera résolue. Là, on va récupérer les Corneille Nanga et les autres, les enfants qui apparaissent prodigues, doivent rentrer dans l'État et voir comment atténuer par rapport aux sanctions vis-à-vis à ces gens-là pour relancer ces pays. C'est comme ça. C'est ça vraiment la meilleure proposition. Au lieu d'aller chercher Kagame, au lieu d'aller chercher Museveni, que les Congolais causent d'abord entre eux, discutent même pendant une semaine. Entre eux, qu'on quitte le fanatisme, on quitte les tribus, on quitte les partis politiques, mais on rentre d'abord dans l'esprit de la nation, de l'État. Au regard de l'engagement de nos forces loyalistes, toujours sur la ligne des fronts, pensez-vous que la détermination et l'acquisition de toute la logistique militaire, ça ne peut jamais résoudre le problème, d'où il faudrait tout simplement s'asseoir autour d'une table et engager des discussions? Non, les militaires vont continuer, mais avec quels moyens? Puisqu'on nous dit qu'il y a tout là-bas, mais poser des questions, puisque les vidéos circulent quand même. Les militaires ont la motivation d'aller récupérer notre espace. Mais quand ils arrivent là-bas, est-ce qu'on dispose vraiment les moyens financiers pour les militaires et les moyens logistiques? Puisque la guerre actuellement a changé de dimension. Vous pouvez avoir les armes. Est-ce que les armes là sont appropriées pour gagner cette guerre? C'est l'homme de la MONUSCO nous avait averti que les armes que les Rwandais possèdent, même la MONUSCO n'en a pas. Et c'est question d'étudier. Qu'est-ce qu'envoyer aussi l'espion là-bas, savoir ce que les Rwandais possèdent. Et nous allons acheter ce qui est plus efficace par rapport aux armes du Rwanda. Et les Congolais, pendant la campagne électorale, moi-même, j'ai battu aussi campagne pour mon candidat, Martin Fayoulou. J'ai dit, attention, nous allons aux élections. Si vous voulez élire un candidat président de la République, il y a des caractéristiques d'un candidat, d'un président qui peut sauver le Congo à l'instant. J'ai dit, premièrement, il doit être humain. Deuxièmement, un homme qui est intelligent. Et troisièmement, il doit être honnête. Quatrièmement, courageux. Mais actuellement, j'ajoute, le président doit être brutal. J'ai étudié tous les présidents qui sont brutaux. Ce sont les meilleurs présidents du monde. Et si Félix veut à tout prix que le Congo gagne cette situation, les caractéristiques se changent, les caractères changent dans la vie humaine. On change aussi les attitudes. Pendant la campagne électorale, il avait présenté une certaine attitude que Kagame a sakananaba congolais. C'est là où même les gens, certaines personnes de l'Est pensaient qu'il va agir. Mais après, il a eu le pouvoir. Il n'a pas agi par rapport aux vertus qu'il avait eues pendant la campagne électorale. Le président doit être brutal. Puis, au moment où nous parlons ici, l'Afrique est pour le moment dirigée en grand nombre par les militaires encore. Il y a une période que les civils avaient récupéré la situation dans tous les États. Mais maintenant, on voit partout. Et même nos voisins, nous sommes entourés par les présidents qui furent d'abord rebelles et aujourd'hui ils sont présidents. Rebelles, militaires
président. Vous prenez Kagame, vous prenez Museveni, vous partez chez Lorenzo en Angola, vous prenez Denis Sassou Nguesso, vous partez au Soudan. Tous ces gens-là étaient les militaires. Et quand ils causent là, ils viennent avec des caractéristiques militaires. Et notre président est civil. Dommage, il est entouré de civils. Mais il pouvait quand même avoir un gouvernement aussi musclé avec certains militaires, soit les gens qui ont des caractéristiques de répression, qui peuvent attaquer facilement. Vous voyez? Si on prenait le ministère, par exemple, de l'Intérieur, il fallait donner à un policier, par exemple, un officier policier. On prend le ministère de la Défense, on donne à un militaire. On prend le ministère de la Justice, on donne à un magistrat militaire. Là, on pouvait avoir quand même un État qui est solide pour le moment, par rapport à la question de l'air. Oui, par rapport à la question de l'air, mesdames et messieurs, c'est Discours au peuple qui passe sur les antennes de Molière Télévision. Nous passons en revue la décision prise par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne la trêve humanitaire décrétée sur la ligne des fronts dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Notre invité, c'est Denis Bélessi, au cadre du parti politique décidé de Martin Fayoulou Madidi. Pendant que la situation de l'Est se détériore au sein des partis politiques, on se dispute pour les positionnements et aussi les conflits d'intérêts. C'est le cas de l'UDPS, parti au pouvoir. Avez-vous aussi un mot en tant que politique, observateur bien évidemment, concernant ce qui se passe au sein des partis UDPS? Oui, tous les signes de la disparition de l'UDPS sont visibles. Les mêmes signes qu'on avait vus avec MPR, les mêmes signes qu'on avait vus avec les Palous, bien qu'on voit que les Palous est là, mais ça n'existe presque plus. Ce sont les mêmes signes que nous sommes en train de voir avec l'IDPS. Moi, ici, j'étais aussi membre de l'IDPS. Je connais comment ce parti était. Et le parti était dirigé par les gens qui étaient musclés. Les gens intelligents. Les gens qui avaient la maîtrise de la vie humaine. Mais aujourd'hui, le parti est presque dans la rue. Comment le parti qui est au pouvoir, les gens continuent toujours sous les arbres? Non. Lorsque le parti prend le pouvoir, c'est-à-dire vous entrez aussi dans les actions de l'État. Vous travaillez. Et travailler, ce n'est pas dire que vous irez seulement dans les bureaux. Voyez ce que Mouzé avait fait avec ces gens. Il arrive, il crée le service national. Il crée le CPP. C'était quand même structuré. On pouvait voir comment les pays pouvaient avancer. Mais avec ces gens de l'IDPS, je vous assure, ça va disparaître. Une fois, on arrive en 2028, comme Félix ne sera plus candidat. 2 mandats, ça suffit, c'est constitutionnel. Mais Kabouy a dit que, qui vous dit que c'est le dernier mandat? Non. On doit quand même être civilisé. On doit quand même respecter le civisme de notre pays. Le civisme de notre pays nous recommande, si vous avez fait un mandat, vous pouvez partir. Mais deuxième mandat, ça peut aller, c'est constitutionnel. Vous arrivez à la fin de votre mandat, partez, laissez aux autres. Et d'ailleurs, pour Félix, il pouvait faire comme François Hollande. Un seul mandat, laissez nous organiser des élections qui seront crédibles. Là, c'est leur conflit à l'interne. Mais je vous dis, l'IDPS va disparaître en 2028. Comment ça? Oui, tous les signes sont visibles. Les gens se précipitent toujours autour du pouvoir. Et ceux qui arrivent là-bas oublient aussi les faibles commencements. Comment vous êtes arrivé là-bas? Et d'ailleurs, un grand nombre de gens qui occupent de hautes fonctions à l'IDPS ne sont pas les gens qui avaient milité sérieusement. Comment Félix Tshisekedi pouvait prendre le pouvoir, quoi que soient les problèmes, et rejeter Moubaki, rejeter Moleka, et pouvait les appeler à la réconciliation? Comme le parti avait beaucoup de tractations, il faut appeler tous les géants du temps. Et tous ces gens-là sont dans des inquiétudes. Ils ne se retrouvent pas. Si vous regardez à l'IDPS, il y a les gens qui ont 80 ans, qui n'ont même jamais touché même un petit pain. De la part de l'IDPS, mais il y a un groupe de gens qui se réjouissent. Mais partagez votre gloire.
On a vu Gizenga quand il était devenu Premier ministre. Il a construit 300 maisons pour les vieux papas là de Palou. À 90 km là-bas, loin. Là où ils partaient organiser leurs meetings. Gizenga prenait ces gens, ils partaient là-bas, organiser leurs réunions. Des maisons, des maisons, des maisons. Nous avions vu Katumba Mwanké ici. Pour la bienfaisance et le bien-être. Bien qu'on pouvait les critiquer, mais par rapport à son village, il est parti à Poeto. Il a construit plus de 700 maisons. Vous arrivez, on vous remet seulement la clé. Vous entrez. C'est une maison dans les normes. Chambres, des chambres, cuisine, des toilettes, tout. On vous remet rien que la clé. Plus de 700 maisons. Mais à l'IDPS, je ne vois aucun acte de bienfaisance. Rien, 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 rien. Du haut jusqu'en bas. Hier, c'était Kabound qui avait été viré du parti. Aujourd'hui, Augustin Kabouya est presque dans les mêmes situations. Comment trouvez-vous la suite des événements avec l'essor d'Augustin Kabouya? Oui, ils ont un problème de leadership aussi. Ils ont un problème sérieux de leadership. En réalité, en politique, c'est le guide qui vous conduit. La politique, on suit l'exemple de Moïse et de la Bible. Moïse était le guide. Vous êtes derrière lui. Mais à l'IDPS, ce n'est pas le guide. C'est la masse là. Vous arrivez des meetings populaires. Est-ce que c'est le moment encore pour l'IDPS de faire les meetings populaires? L'IDPS devait avoir des salles. Vous entrez dans une salle, vous asseyez respectueusement. On fait des congrès, on fait des débats politiques, vous organisez votre parti. Mais l'IDPS, c'est toujours les meetings populaires. Hein? Les meetings populaires. Ce n'est pas à l'IDPS de faire les meetings populaires. Les meetings populaires, vous devez laisser aux opposants, soit aux gens qui font la résistance. Vous devez être là avec les bics et des papiers, donner des bonnes idées. Leurs idées, c'est toujours autour des personnes. Mais non. Non. Leurs idées, IDPS ne donnent pas les idées autour du fonctionnement de l'État. Vous pouvez prendre Kabouya là. Vous les laissez avec les stylos dans une maison. On dit, Kabouya, donne ton plan d'abord de développement de la RDC. Mais quand vous allez rentrer, vous allez les trouver avec un papier et stylo, c'est fini. Donc, si vous dirigez les partis, il faut avoir une grande vision d'abord de cet État. Et actuellement, l'État est presque entre les mains des gens qui ne maîtrisaient pas, qui ne sont pas des hommes d'État. Vous allez les prendre, peut-être vous trouvez quelqu'un qui a seulement la posture d'un chef, mais il n'a pas la carrure. Il y en a qui souhaitent le retour de Jean-Marc Kabound à la tête de l'UDPS. Êtes-vous aussi d'accord avec cette opinion? Mais il était le mal nécessaire. Il était le mal nécessaire de ce parti. Jean-Marc Kabound pouvait appeler aussi d'autres personnes, même à la réconciliation. Si Kabound était là, je crois Félix devait écouter que les Congolais se réconcilient d'abord. Le problème, ce n'est pas d'avoir le pouvoir. Vous savez, devenir président de la République, il y a de ces gens qui refusent. Ils refusent, que je ne peux pas. Ils refusent. J'avais suivi une fois là, on avait proposé à Moïse Congo de devenir président à la place de Mouzé. Moïse Congo avait refusé. Il y a les gens, il y a toujours des propositions. Les gens même Martin Fayulu refuse aussi d'être président de la Non, RDC. mais il faut voir les enjeux. Si vous regardez que le moment n'est pas propice pour vous, n'acceptez pas. On ne devient pas président pour plaire sa famille ou bien son parti politique. On devient président pour rester dans l'histoire de votre pays. Si vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, on ne compte pas tous les présidents. Il y a des présidents qu'on compte. Ce sont les présidents que vous voyez dans leur monnaie là. Les gens qu'on compte, même Obama, on les compte. Mais si vous prenez d'autres présidents, hey, tu étais président là-bas, on ne va pas te compter dans l'histoire du pays. Il y a les premiers ministres aussi, on ne compte pas tout le monde. Vous voyez dans l'histoire du Congo, on s'intéresse beaucoup à Lumumba. Mais les restes ici sont aussi des premiers ministres, on ne les compte pas. Lorsque vous marquez votre histoire, c'est ça que Félix doit se battre pour qu'on puisse aussi les compter dans l'histoire de ce pays. Sinon, il va disparaître. Il va quitter le pouvoir, dire, ah, il a fait 10 ans, et c'est fini. Il y a même des photos aujourd'hui, vous montrez aux enfants, Mobutu comme ça, on ne connaît pas Mobutu. On ne connaît pas même Matata Ponyo qui venait d'être Premier ministre, ça ne fait pas longtemps. On a oublié. Les gens oublient facilement. Mais lorsque vous laissez
vos empreintes, on va penser à vous. Maintenant, on pense aussi sur certains points. On dit, la bancarisation. Mais maintenant, le problème continue. Donc, il faut laisser les empreintes. Les empreintes, il y a des grandes choses. Si vous prenez Kabila, on peut les critiquer. Mais il a restructuré cet État. Dans cet État, il y avait plus des institutions. Sénat, nous avons maintenant le Sénat, le Parlement, nous avons des cours et tribunaux. C'est vraiment structuré. Et il a organisé les élections aussi. Et il a laissé le pouvoir. Voilà, ce sont des points forts dont les enfants peuvent aussi étudier à l'école. Mais si vous accédez à la magistrature suprême pour rester que c'est votre histoire, non, là ça n'ira pas. Et ça va produire d'autres conséquences. Évitons les mémoriaux au fil du temps. UDPS, en tant que parti des masses en RDC, elle veut être en même temps à l'opposition et même au pouvoir. Donc ça vous fait mal, vous décidez parce que vous n'aviez pas la grande mobilisation dans les artères. Mais s'ils sont encore à l'opposition, c'est-à-dire ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Il faut se battre contre lui. Ils s'opposent contre qui? Ils s'opposent contre qui? Si vous avez le pouvoir, c'est le moment de travailler. C'est le peuple d'abord. S'il y a une décision qui n'enchante pas le peuple, ils sont dans la rue. Quoi par exemple? Ils sont dans la rue, ils chantent seulement des postes, non? Quand ils sortent là, on dit à telle personne, il est là, il dérange aussi, on les nomme quelque part et c'est fini. Il ne va plus parler. Pensez-vous que quand Kabouya n'était pas nommé, il parlait aussi autrement, non? Mais quand on l'avait confié des grandes responsabilités, que UDPS change leur façon de voir, que UDPS respecte leurs guides, que UDPS trouve les leaders charismatiques au sommet, les gens qui peuvent faire quelque chose pour ces partis. Mais sinon, moi, je vois que le parti va disparaître. Voyez-vous même ici à Lubumbashi, UDPS au centre-ville. Un parti qui est structuré, vous êtes au pouvoir. Vous allez faire vos réunions en public au centre-ville. Non. Kabila, on les critiquait, mais il partait avec ces gens à Kingakati. Mais s'il est ici à Lubumbashi, il partait où? À Kachamata. Très loin, puis c'était des questions fondamentales de l'État qui discutait là-bas. Malgré ça, ils ont perdu le pouvoir en 2018. Non, mais ils étaient... Oui, ils ont perdu le pouvoir puisqu'ils ont fait peut-être un mauvais choix de candidat président de la République. Et PPRD avait encaissé aussi beaucoup. Ils avaient commis aussi beaucoup d'erreurs aussi. Qu'ils devaient corriger puisque la pression de la population permet au pouvoir de corriger. Mais le PPRD n'avait pas corrigé beaucoup de choses aussi et ils ont perdu le pouvoir. Mais ils pouvaient aussi se relancer dans la course. Dans la future, puisqu'ils ont des moyens, ils ont aussi les gens qui croient à eux. Et s'ils choisissaient un autre candidat qui sera quand même agréable aussi, ça pouvait aussi marcher. On ne sait jamais, c'est la politique. Dans la politique, on ne sait pas, la politique, c'est un jeu vraiment compliqué. Voyez comment Emmanuel Macron avait pris le pouvoir. Macron n'était pas populaire en France, c'était un jeune là. Mais il a créé seulement un mouvement, il a quitté le pouvoir, il a organisé ce mouvement, il est devenu président. Mais nous avons la conviction et assurance qu'en 2028, c'est Fayoulou qui va prendre le pouvoir. Puisque à Fayoulou a des vertus et la piété là exceptionnelle. À chaque moment, il nous appelle à la réconciliation nationale. C'est un genre de message que nous avons besoin qui va nous unir. Mais si vous nous divisez, là, ça ne va pas. C'est Fayoulou qui va prendre le pouvoir. Il est réuni, il a toutes les caractéristiques d'un vrai président. Mais il est très colérique. Mais c'est ça les meilleures caractéristiques pour la RDC, quelqu'un qui est brutal, comme Poutine, comme Kadhafi. Ce sont des gens pareils. Comme même Saddam Hussein. Mais Mobutu qui était brutal tout à l'heure, vous venez de dire qu'il est passé inaperçu. Mais Mobutu gardait l'intégrité du territoire. Mais vous aviez dit tout à l'heure qu'il est passé inaperçu, n'est pas compté par les présidents. Non, Mobutu a gardé l'intégrité du territoire, mais plus qu'il a voulu beaucoup
retardé au pouvoir. Il est resté longtemps au pouvoir et les gens étaient fatigués de lui. Mais sinon, il y a des périodes de gloire qu'on avait vécues avec Mobutu. Et Mobutu nous avait donné la paix. Et IDPS demandait à Mobutu de nous donner les paix. Nous sommes fatigués avec la paix. La paix, d'accord, mais où est la paix? Mais aujourd'hui, IDPS est au pouvoir. Même pas la paix, non plus les paix. Les gens souffrent, je vous assure. Ça, c'est la période de vaches maigres de l'histoire de la RDC. Depuis que je suis né, je n'ai jamais passé une période pareille dans ma vie. Je vois les gens, vous passez comme ça, dépression nerveuse, des jeunes hommes, des jeunes filles, dans des coins de rue, se prostituer la nuit dans tous les coins des avenues, appelant même les hommes. Je dis, c'est quoi au juste? Nous avons perdu notre moralité. Nous avons perdu notre civisme. Nous avons perdu toutes les valeurs qu'on avait. Et j'ai regardé la fois passée à Kivu là-bas, mais toute une cité avec des bidons pour aller chercher de l'eau à boire. Est-ce qu'on peut priver aux gens de l'eau? Savez-vous que même dans nos villages, les villages qui ne donnent pas de l'eau à boire, aux gens, on n'épouse pas leurs filles, hein? On dit que ces villages-là ne partagent pas de l'eau. Comment pouvez-vous priver aux gens même de l'eau à boire? Or, le Congo est trop riche en eau. Vous savez que la RDC ici, c'est le meilleur pays à développer. Et je me demande, est-ce qu'on mérite ces pays ou bien c'était pour un autre peuple? Comment un pays potentiellement riche en minerais sous-sol, potentiellement riche en forêt, potentiellement riche en jeunes hommes, la population très très jeune, 80%, mais les gens souffrent. Si vous quittez ici jusqu'à Kinshasa, il n'y a que la forêt, mais les gens n'ont pas de champs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout vendu. Concession de telle personne. Quittez ici jusqu'à Likasi. Il n'y a plus d'espace. Appartient à telle personne. Concession de telle personne. Dont la RDC n'a plus de terre. Jusqu'au Kasaï là-bas. C'est vendu comme ça. Un pays qui est devenu un risque. Un pays qui a 11 116 km de zone navigable, mais même pas un bateau. Un pays qui a l'espace aérien qu'on voit, le ciel, le firmament, nous voyons, sans problème, mais même pas un petit avion, plus de 2 millions de kilomètres carrés, mais vous n'avez pas d'aéronef. Un pays que les Belges nous ont légué 5000 km de chemin de fer qu'on ne parvient pas à réhabiliter, c'est abîmé, même pas un locomotive qui arrive à Ilebo, même pas un bateau qui arrive à Mangaï, à Ilebo, ça n'arrive plus. De Kinshasa jusqu'à Kisangani, vous savez, c'est 1750 km. C'est comme Lubumbashi jusqu'en Afrique du Sud. Vous êtes dans les fleuves Congo. Mais même pas un bateau. À Kinshasa, il y a une usine de fabrication de bateaux, mais on ne fait rien. À Lubumbashi, ici, il y a une usine de fabrication de câbles. Ici, la Treka. À Lubumbashi, ici, il y a une usine à Likasi de fabrication de rails pour les chemins de fer. Mais on ne fabrique pas. On se pose des questions. C'est quoi au juste? C'est quoi au juste avec ce pays? C'est la malédiction ou bien quoi? Les gens étaient partis à Kinshasa là-bas au stade que nous remettons notre pays entre les mains de Dieu. Mais ils sont rentrés toujours les mêmes, dans les péchés. Les mêmes personnes qui étaient là, on les avait ramassées dans les péchés. Où allons-nous avec ces pays? Merci beaucoup, Monsieur Denis Bélessi, mesdames et messieurs. Voilà de quelle manière nous mettons un terme à l'intervention d'aujourd'hui, discours au peuple. Se termine par là. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même et réel plaisir. Vous avez un mot de la fin ou bien on peut s'arrêter par là? Oui, soyons unis. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Nous devons les protéger. Quittons le tribalisme, quittons la corruption, quittons les détournements, quittons les mensonges. Aimons notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'équipe réalisationnelle de nous avoir tenu compagnie. On se fixe rendez-vous très prochainement pour un autre numéro, mais aussi une autre thématique. Et bye.